d'être venu partager avec nous cet exposé sur comment déconstruire la déconstruction. Merci beaucoup, c'est vraiment un immense honneur et une très grande joie de vous recevoir. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, Pierre-Yves, de cette si aimable invitation. Je ne pouvais pas manquer à votre appel, si précipité qu'il fût. Et je m'exécute donc très volontiers dans une improvisation qui n'en est pas une, car elle est plutôt une confidence. La lutte contre les déconstructeurs, ce fut toute ma vie universitaire, depuis mon arrivée au lycée Henri IV en 1947 jusqu'à aujourd'hui. Et elle n'est point finie, car on peut mettre à l'actif de ces messieurs un mot splendide, un mot qui ferait croire en l'intelligence de son auteur, s'il n'avait pas été prononcé par méprise ou par accident. Dans une foule, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. J'ai accueilli cela avec une jubilation dans le cœur. Je me suis reconnu au nombre de ceux qui ne sont rien et qui n'ont jamais voulu prétendre à autre chose qu'à cela. Rien, c'est dans le rien que Dieu se cache. Mon ancien élève et ami Christian Bobin le répète à longueur de page. Dieu se cache dans le rien. Et nous-mêmes, si nous sommes capables de retrouver la vertu essentielle qui fait l'homme, c'est-à-dire l'humilité, si nous sommes capables de nous départir du vilain personnage que la société voudrait nous faire jouer, nous sommes très exactement ce que Homère appelle oudeis, c'est-à-dire personne. Pas même un oudeis. Personne, c'est-à-dire rien. C'est ce rien qui transcende tous les personnages et qui nous donne la capacité de rencontrer autrui dans l'amitié et dans l'amour, et aussi de prétendre rencontrer Dieu. Mais trêve de préambule et essayons de voir comment j'ai rencontré la déconstruction. Je partirai d'un texte qui mériterait d'être remis à la mode aujourd'hui. C'est La nausée de Sartre, 1937. Le lycée du Havre, comme par hasard, c'est un lieu où les génies maléfiques se promènent. Le lycée du Havre, pas le lycée, mais la mairie. Enfin, peu importe, c'est la même chose. Et au lycée du Havre, il y a une grande cour dans laquelle se dresse un imposant marronnier. Et ceux d'entre vous qui ont lu autrefois ce livre de Sartre se souviennent de ce texte stupéfiant sur la racine de marronnier qui inspire à Sartre un sentiment de dégoût à tel point qu'il a envie de vomir devant ce qu'il appelle le surgissement d'un être qui est toujours de trop. Voilà, au fond, la première manifestation de l'esprit moderne. Car, où je trouve nausée la tradition métaphysique, depuis la Grèce antique, parlait d'étonnement, toumatzeg, d'émerveillement, de jubilation. Jubilation devant le surgissement du mystère de l'être. L'être donnait de la joie. Or, la grande nouveauté de nos modernes, c'est que l'être leur donne de la nausée. L'être, et qui est comme un plus, est vécu par eux comme un trop. C'est le mot qu'utilisera Sartre dans L'être et le néant quand il reprendra cette mémorable analyse. L'être
est toujours de trop. Et c'est à partir de là que commence ce chemin de la destruction ou de la déconstruction qui voudra faire l'économie rien moins que de la métaphysique. Enterrons la métaphysique. Quand je suis arrivé au lycée Henri IV pour y préparer l'école normale supérieure, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé précisément le débat grand ouvert. Peut-on encore être métaphysicien sans être absolument ringard, dépassé? Et est-ce que penser aujourd'hui n'exige pas ce renoncement à la métaphysique? Alors, comment essayer de vous dire très simplement ce que cela peut signifier? Car vous n'êtes peut-être pas tous des métaphysiciens patentés. De quoi s'agit-il? Je dirais que il y a deux mots que la tradition métaphysique, depuis les Grecs, associe: Dieu et l'être. Deux mots entre lesquels il semble s'établir un nouage, sans que nous soyons contraints d'identifier Dieu à l'être et à faire de l'être l'expression même de Dieu. Mais il y va de cette notion d'être dans la référence à Dieu et dans la nomination même de Dieu. Vous savez comment un grand philosophe français, Étienne Gilson, va se signaler dans le développement de ce qu'il appellera la métaphysique de l'Exode, fondée sur le texte d'Exode 3,14, où Dieu dans le buisson se nomme « Je suis le je suis ». Je suis pour ma part, étant donné que je suis un enfant de la déconstruction, du fait de mon arrivée en 1947 au lycée Henri IV, réservé à l'endroit du gilsonisme qui avait été ma philosophie provisoire jusque-là. Réservé en ce sens que je ne suis pas sûr que Dieu se nomme dans le buisson ardent et que l'être soit la désignation même de Dieu. Mais qu'on chicane Gilson, cela peut encore aller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y va dans l'affirmation de Dieu de savoir quel est le rapport entre Dieu et l'être. Quel rapport il y a entre Dieu et l'être? 1947. Ça ne nous dit rien, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Je peux vous dire que c'était une période sombre, une période inquiétante, une période où les Français n'aimaient pas les Français, une période où pour un rien on se dénonçait et on traînait en justice quelqu'un pour un dire, pour un rien. 1947, c'était l'époque des cours martiales. 1947, c'était l'époque de l'épuration. Donc, imaginez ce que cela peut être. Une période donc où parler est lourd de conséquences. Et il faut savoir ce que l'on va pouvoir avancer. Dieu, l'être, mais enfin, l'être, c'est quoi? Si l'on admet que c'est le concept le plus vaste, le plus compréhensif, le plus capable d'embrasser la réalité et de la tenir dans son sein, l'être, ce serait peut-être l'opérativité divine, si ce n'est Dieu lui-même. Ce serait peut-être la création, ce serait peut-être le règne de Dieu, ce serait peut-être l'énergie divine, ou comme disent les orthodoxes, les énergies divines. Là, je crois que nul ne me refusera
cette assertion, quand bien même on ne ferait pas de l'être un nom de Dieu, on serait amené à établir une relation entre le Dieu Tout-Puissant et l'être étant exactement l'expression de l'opérativité créatrice. Or, qu'est-ce que on professe dans ces années 47, 48, 49? Ce que l'on professe, c'est précisément l'inconsistance d'un monde qui s'en va par morceaux et l'absence totale de signification à ce destin du monde. Autrement dit, on vit une crise du sens. On vit une crise de la signification. Comme me le répète mon ami Georges Steiner, c'est le sens du sens qui semble se dérober à partir de cette époque. Le sens du sens. C'est le sens qui fait défaut. Et plus près de nous, un jeune de mes amis, Richard Millet, dont vous connaissez peut-être les pamphlets tout à fait redoutables, parle de fatigue du sens pour caractériser la mentalité nouvelle. On entre dans une ère de fatigue du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, la fatigue du sens? Richard Millet a cette expression tout à fait juste. On vit la fatigue du sens jusqu'à éprouver le vertige du néant. Ce qui se passe, c'est que il y a à ce moment-là une sorte de mauvaise conscience de toute l'intelligentsia française à l'endroit de son passé, à l'endroit de son vécu. Et j'aime citer le poète René Char, qui reprendra dans les feuillets d'Hypnos en 1948 un propos qu'il avait prononcé en 1943. Notre héritage n'est précédé par aucun testament. Et il va essayer de rendre compte de ce reniement général des Français à l'endroit d'une culture. Il va essayer de rendre compte de cette désaffection générale à l'endroit de toutes les traditions par cette absence de testament. Et si on comprend, en 1943, René Char nous dit « Notre héritage n'est précédé par aucun testament ». Autrement dit, nous sommes bien héritiers en charge d'un patrimoine intellectuel et spirituel. Ce patrimoine, soudain, il est frappé de désaffection. Il semble caduc. Comme si la génération nouvelle ne voulait pas l'assumer. De qui il s'agit? De René Bazin, d'Henri Bordeaux, de Paul Bourget? De qui il s'agit encore? De Charles Maurras? De qui il s'agit encore? De Maurice Barrès? Bref, il s'agit de toute une littérature qui se disait française et qui nous inscrivait dans nos racines et dans notre passé. Or, retrouvez les magazines des années 46, 47, 48 et voyez comment sont traités ces auteurs. Il y a une sorte de reniement général à l'endroit de cela, et même à l'endroit du gentil Jean Giraudoux, qui est voué aux gémonies. Ils sont tous stigmatisés parce qu'ils n'auraient pas compris, ils n'auraient pas connu le tournant que représentaient les années noires, et ils n'auraient pas perçu le nouveau vent de l'histoire. Donc, essayer de comprendre la situation de l'intelligence française dans ces années-là. Il est en quelque sorte indécent de se réclamer de ce noble passé,
de s'en prévaloir, a fortiori de s'en nourrir. On doit rejeter tout cela. Et apparaissent de nouveaux auteurs qui feront florès dans le reniement. Si je pense à l'un de ceux que j'ai rencontrés, ou j'en citerai deux, tenez, que j'ai rencontré, François Mauriac, sur la route de Chartres. J'étais étudiant. Venons nous interpeller pour nous donner mauvaise conscience, en nous expliquant que notre volonté d'être fidèle à la tradition était un déni d'humanité et que nous devrions battre notre coup. Voilà ce qu'on nous enseignait. Déni d'humanité parce que nous voulions être fidèles à nos valeurs françaises. Et l'autre, je citerai André Malraux. C'était un peu plus tard. Il se produisait au Veldiv pour y présenter un homme qui deviendra, ou qui était déjà célèbre. Or, j'entre dans la petite cabine où il se préparait à son intervention, je force la porte et je lui dis « Maître, dites-nous ce qu'il faut entendre par le gaullisme. » Il a eu ce mot sublime. Le gaullisme, c'est la fidélité à l'absence de fidélité. C'est André Malraux qui me l'a dit moi-même. Voilà. Alors imaginez ce que peut être ce moment très difficile des années qui ont suivi la guerre. Ce moment où précisément on va voir apparaître la tentation de la déconstruction. Alors la tentation de la déconstruction, comment se manifeste-t-elle? Dans la cagne d'Henri IV, c'est-à-dire dans la classe préparatoire à l'école normale supérieure, nous avions comme professeur de philosophie Jean Beaufray. Jean Beaufray était un élève de Martin Heidegger. Et Jean Beaufray allait, toutes les fins de semaine, porter à Martin Heidegger les questions que lui posait les canuts Henri IV. J'ai eu l'honneur d'être pendant 2 ans le scribe de Jean Beaufray pour ramasser toutes les questions de mes camarades et les faire remettre à Heidegger. C'est donc moi qui, le mardi matin, avais les réponses directes de Martin Heidegger à nos questions. J'ai donc assuré la conversation entre les lycéens de Paris et Heidegger pendant 2 ans. Et je suis pas peu fier d'avoir un peu orienté le débat, puisque c'est moi qui posais les questions. Donc ça, je puis peut-être enfin le dire, ne l'ayant jamais raconté durant toute ma vie, mais éprouvant le besoin de le dire dans la période, disons, de particulière désastre que nous vivons aujourd'hui. Alors, quelles questions posions-nous à Heidegger? Essentiellement celle de savoir ce qu'il en était de l'être. Et Heidegger nous répondait par son livre de 1927, « L'être doit être interprété selon toutes les modalités du temps. Être étant Sein und Zeit. » Autrement dit, l'être n'était plus la dénomination du stable, de l'immuable, de l'éternel, de l'absolu, comme lui voulut Étienne Gilson que je citais tout à l'heure. Il n'était donc plus la dénomination de Dieu même. L'être, il était la connotation d'un événement, d'un surgissement dans l'histoire, de la divinité elle-même, pourquoi pas. Car en effet, Heidegger, qui avait abandonné son catholicisme d'origine pour adhérer au protestantisme de son épouse, voyait essentiellement Dieu dans sa manifestation dans le temps. Le temps, c'est l'événementialité du divin. Autrement dit, si je dis est, a été ou sera,
ce sont les connotations d'un événement, d'une apparition, d'une production qui est celle du divin dans l'histoire. Et ainsi, on ôtait à Dieu cette détermination qui en faisait l'absolu, ou qui en faisait l'inconditionné, ou qui en faisait le principe, pour ne considérer le divin que dans son événementialité. Alors cela est quelque chose qui m'a toujours beaucoup travaillé, de voir comment Heidegger déplaçait les canuts d'Henri IV d'une vision encore thomiste de la théologie vers une conception barthienne de celle-ci, c'est-à-dire une conception protestante. C'était la tentation de tous mes camarades, et de moi-même avec eux évidemment, et nous avions une très grande attention aux propos de Heidegger là-dessus. Ce souci m'a amené à repérer tout au long de mon existence les textes de Heidegger sur l'être. Et j'en ai trouvé de bien nombreux qui tous insistent sur ce fait que l'être n'est pas nécessairement une désignation de Dieu, mais a quand même trait à l'affirmation de Dieu dans l'histoire. Je cite Heidegger lui-même. Être et Dieu ne sont pas identiques, et je n'essaierai jamais de penser l'essence de Dieu au moyen de l'être. Quelques-uns d'entre vous savent peut-être que je viens de la théologie. C'est à moi qu'il adresse ce texte, puisqu'il avait été au départ séminariste au séminaire catholique, avant son infléchissement vers le luthéranisme. Que j'ai gardé pour elle un vieil amour, et que j'y entends quelque chose. Si j'écrivais encore une théologie, ce que je suis parfois tenté de faire, alors le mot être ne devrait pas intervenir. À la fois, la pensée de l'être n'est pas nécessaire. À la fois, la pensée de l'être n'est pas nécessaire. Mais qu'est-ce que la foi pour Heidegger? La foi, c'est une manière d'habiter l'inconnaissable. C'est rien d'autre que cela, car c'est une foi qui se constitue sans la raison. Ce n'est pas la foi de Joseph Ratzinger. Et je continue. Quand elle en a besoin, elle n'est déjà plus la foi, quand elle a besoin de l'être. C'est ce que Luther a compris. Même dans sa propre Église, on semble l'oublier. Ma pensée est très modeste pour ce qui est de l'aptitude à penser avec l'être l'essence de Dieu de manière théologique. De l'être, on ne peut rien ici obtenir. Je crois que l'être ne peut jamais être pensé comme fondement et essence de Dieu, mais que néanmoins l'expérience de Dieu et de sa révélation possible advient en propre dans la dimension de l'être, ce qui ne signifie jamais que l'être puisse valoir comme prédicat possible de Dieu. Donc l'être n'est pas un prédicat de Dieu, l'être ne désigne pas Dieu, mais il y va de l'usage du mot être dans le dire de l'événementialité de la révélation. C'est très exactement du protestantisme barthien. Or, c'est cela qui va être à l'origine de la fameuse déconstruction. Pourquoi et comment? Eh bien, ce qu'il faut, c'est que je vous fasse part de la pédagogie de Martin Heidegger à notre endroit. Heidegger, voulant nous expliquer ce que signifiait cette mise à l'écart de la notion d'être qui était exclue du discours théologique par ses soins, nous disait, nous renvoyait au chapitre 6 de son livre L'être et le temps, Sein und Zeit, 1927. Et dans ce chapitre 6,
il est question de Abbau, destruction, ou comme traduira Gérard de Granel, déconstruction. Le texte mériterait d'être pris ici et analysé, mais il me faudrait toute la soirée pour le faire. Je vous dis simplement ce qu'il contient. Heidegger nous dit: je propose une déconstruction du langage habituel et de la pensée usuelle. La pensée usuelle, depuis Aristote, conjugue être et Dieu, les pose dans une sorte d'identité. Je demande que l'on pratique une disjonction entre Dieu et l'être. Et cette disjonction, je l'appelle déconstruction. Mais il ajoute, de grâce, ne pratiquons pas davantage la déconstruction, car tous les autres binômes de notre langage sont des binômes qui portent une sagesse que nous ne devons pas renier. Toute notre pensée est structurée d'antonymes, de synonymes, d'identités, et ces identités, comme aussi ces oppositions, nous disait Heidegger, surtout conservez-les. Héritage de mots, héritage d'idées, comme traduira un jour Léon Brojvik. Autrement dit, vous avez dans tous ces binômes une sagesse à laquelle il ne faut pas renoncer. La déconstruction doit donc être conçue d'une manière critique, c'est le mot que j'utilisais, et faire la critique de la déconstruction, c'est dire dans quelles circonstances elle est loisible, et elle l'est uniquement pour effectuer la disjonction de Dieu et de l'être. C'est quelque chose de très remarquable que cette insistance, d'autant plus que, ayant en quelque sorte suivi Heidegger à la trace, surtout pour faire face à certains de nos déconstructeurs qui usaient de Heidegger d'une façon tout à fait indécente, insolente et tout à fait inacceptable, jusqu'à lui faire endosser un uniforme de SS et à le faire passer pour un nazi. Passons pour ces calomnies tout à fait gratuites. Je me suis permis d'entrer en relation avec le père abbé de Saint-Martin de Beuron, l'abbaye qui se trouve à 4 km de Meskirk, la ville natale de Heidegger. L'abbaye où Heidegger, accompagné par père et mère, allait tous les dimanches à la messe, du temps où il était encore fidèle à son catholicisme. L'abbaye où on le voit encore prendre la parole dans des conférences magistrales en 1931, 32 et même en 1933, jusqu'au jour où, s'étant avisé qu'il était devenu recteur de son université, il ne méritait pas d'être persona grata dans une abbaye bénédictine. On l'invitait à tous les débats, mais il n'était plus habilité à donner de conférences magistrales. Heidegger, m'a dit l'actuel père abbé, restera fidèle à Beuron jusqu'à la fin de ses jours, mais on ne le voyait plus à la messe, c'est-à-dire à l'office du matin. Il ne fréquentait que l'office du soir, l'office vespéral des complis, dont il dira, dans une lettre restée fameuse, que cet office au seuil de la nuit, c'est l'office où le monde se meurt et il vit à sa manière la mort de Dieu. Vous voyez donc une sorte de Heidegger romantique qui garde de sa foi chrétienne certaines attaches, mais qui, cependant, ouvre la voie à la déconstruction. Ceci dit, que va être
la déconstruction et comment elle va se développer? Eh bien, je dirais que la déconstruction, elle s'est faite au jour le jour dans l'université à ma génération. C'est-à-dire que j'en ai reçu le choc en plein cœur et qu'il fut très dur de tenir bon. Qui furent les 4 chevaliers noirs de l'apocalypse du mal? Le premier, je dirais que c'est Gilles Deleuze. Le second, Michel Foucault. Le troisième, Pierre Bourdieu. Et le quatrième, Jacques Derrida. Je ne retiens que ces 4, tout simplement parce que j'ai eu l'honneur d'être leur challenger, d'être leur opposé, d'être leur adversaire, et d'avoir été toute ma vie leur fraternel adversaire, maudissant leur doctrine, tout en cherchant à conserver un minimum de relations amicales avec les hommes. De telle sorte que il serait peut-être intéressant qu'un jour je livre mes souvenirs relatifs à ces 4 chevaliers noirs. Qu'est-ce qu'ils représentent? Partons du premier, Gilles Deleuze. Je l'ai connu au séminaire d'Alquier. Il était mon aîné. Il était mon aîné de 2 ans. Il était entré à l'école normale supérieure 4 ans avant moi. Parce que j'étais impulsif, un laborieux, et lui était un fringant, un rapide. Mais l'école, vous savez ce que c'est, ça crée une sorte de compagnonnage qui fait qu'on reste solidaires les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire. Donc, j'ai beaucoup fréquenté Gilles Deleuze, et j'ai essayé de comprendre ce qu'il nous apportait au séminaire d'Alquier, dont il était la vedette. Alors, le souci de Deleuze a été très vite de reprendre l'opération de déconstruction et de la prolonger. Prolonger la déconstruction, c'est-à-dire l'effectuer sur tous les binômes réputés sacro-saints et qui ne méritaient peut-être pas cette sacro-sainteté. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la déconstruction? Si vous considérez la vulgate philosophique, la philosophie traditionnelle, elle est fondée sur ce qu'on a appelé la convertibilité des transcendantaux. C'est-à-dire, il est de bon ton de dire que le bien, le beau et le vrai sont convertibles. Donc on ne cherchera pas la beauté dans le mal. Les fleurs du mal, ça ne marche pas. On ne cherchera pas la beauté dans le sacrilège. On ne cherchera pas la beauté dans la profanation, comme le fait l'art contemporain. Puisque la beauté, c'est la splendeur du bien. Et en même temps, c'est la splendeur du vrai. C'est-à-dire qu'on ne cherchera pas la beauté dans le mensonge. Bref, il y a là des identités remarquables, comme on dit en philosophie, qui veulent que le bien soit le beau et que le beau soit le vrai. Or, la première thèse de Gilles Deleuze, c'est de réfuter les identités remarquables et de déclarer qu'il serait peut-être tout à fait intéressant d'aller chercher la beauté dans l'infamie, la beauté dans la perversion, la beauté dans le mal. Vous voyez comment le retournement se fait et comment l'entrée en force d'une littérature, voire d'une éthique complètement perverse, s'effectue à la faveur du rejet des identités remarquables. Voilà la déconstruction à l'œuvre.
Et cette déconstruction, elle va conduire à un réexamen de tout ce que le langage nous impose. Gilles Deleuze était brillantissime, il faut le dire, quand il essayait de nous faire valoir que nos modes de pensée étaient essentiellement conditionnés par des structures grammaticales, qui voulaient que le sujet soit le pivot de la proposition et qu'autour de lui, les épithètes ou attributs soient conjoints, conjugués et distribués. Or, il s'agira d'essayer de subvertir, de pervertir l'ordre grammatical lui-même en imaginant une sorte de phrase dont le sujet ne serait plus le principe, et de faire en sorte que tous les attributs peuvent devenir sujets. Et c'est là que Deleuze prenait inlassablement l'image de l'arbre. L'arbre, c'est un paradigme mensonger, car il nous impose un principe et des conséquences. Il nous impose un point de départ et un point d'arrivée. Il nous impose une généalogie de nos pensées, comme aussi de nos vies et de nos actions. Il nous impose la considération d'une paternité que le principe symbolise. Or, il conçoit à partir de là l'image d'un monde qui ne serait plus fait d'arbres, mais de rhizomes. Le rhizome, vous savez ce que c'est? C'est la pomme de terre. C'est le fait d'un développement sans racines, par radicelles qui partent du tubercule et qui permettent à un autre tubercule de naître, et ainsi de suite, sans qu'il y ait de souche. Or, il faut renoncer à la souche et penser selon les radicelles. Donc, le rhizome, voilà, qui permet de faire table rase de tout ce qui est racine et de tout ce qui est enracinement. Deleuze allait très fort dans ce genre de contestation. Il allait très fort parce qu'il commençait par l'appliquer à la société. Il y a une société dans laquelle nous vivons et qui est une société fondée sur la famille. Et il voulait que la société se calquât sur la meute. La meute et non plus la famille. Et je sais de lui des pages absolument éblouissantes dans ce livre, c'est le seul livre que j'ai pris pour vous le montrer, 1000 plateaux de Gilles Deleuze, avec l'apologie de la meute. Il faut que l'humanité ne se calque plus sur la famille, mais sur la meute. Et c'est cela qui l'amène à étendre encore sa déconstruction et à vouloir imaginer que la critique qui s'est effectuée au niveau de la société soit effectuée au niveau du vivant lui-même. D'où sa notion d'un corps sans organes. Il faut renoncer à l'organicité. Il faut considérer que dans un corps, tout peut faire tout, dans une vicariance générale. Mais l'organicité, elle est à prohiber. Pourquoi vouloir que, dans un corps, il y ait des organes de nutrition, de locomotion, de mouvement et de reproduction? Il faut en finir avec ces partages dans une sorte d'érotisation générale de tout le corps qui serait entièrement organe
de luxure, pour une sorte de jubilation générale de celui qui se livrerait à ce genre de perversion en donnant une finalité sexuelle ou aphrodisiaque à tous les éléments de son corps. Le corps sans organes. Et le corps sans organes, ça va l'amener à des réflexions qui, ma foi, sont tout à fait intéressantes. Je crois qu'il s'est, car je l'ai mis au pied du mur un jour et interrogé là-dessus, inspiré d'un poète pathétique, d'un poète qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qu'enfin c'est Antonin Artaud. Et les blasphèmes d'Antonin Artaud à l'endroit de Dieu et de l'ordre divin avaient beaucoup impressionné Deleuze. Et il y avait chez Antonin Artaud, précisément, des diatribes contre le corps. Antonin Artaud, à la fin de sa vie, Antonin Artaud, pourri par le cancer. Antonin Artaud, dont aucun organe ne fonctionne convenablement. Tout est dysfonction. Antonin Artaud va s'insurger contre cette modélisation du corps à laquelle il fut soumis dans son enfance, qui lui donna, pendant des années, disait-il, un corps inchristifié. Pourquoi ? Parce que constitué selon la Christiformitas. Or, il faut libérer le corps de toute Christiformitas, disait Artaud, et Deleuze va reprendre cela à son compte. Il faut libérer le corps, il faut affranchir le corps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'affranchir le corps ? Le corps sans organes. Je lis. Un corps sans organes hurle. On m'a fait un organisme. On m'a plié indûment. On m'a volé mon corps. Le jugement de Dieu l'arrache à son immanence et lui fait un organisme, une signification, un sujet. Considérons ces trois strates par rapport à nous, c'est-à-dire celles qui nous ligotent le plus directement. L'organisme, le signifiant, la subjectivation. Et il répond, tu seras un organisme, tu articuleras ton corps, sinon tu ne seras qu'un dépravé. Tu seras signifiant et signifié, interprète et interprété, sinon tu ne seras qu'un déviant. Tu seras sujet et fixé comme tel, sujet d'énonciation rabattu par un sujet dénoncé, sinon tu ne seras qu'un vagabond. Les imprécations de Deleuze sont vraiment significatives. On a fait de lui, précisément parce qu'il a été élevé chrétiennement par des parents normaux et saints, on a fait de lui ce qu'il refuse d'être, un dépravé, un déviant, un vagabond. Car être saint, c'est vivre le corps sans organes, c'est-à-dire sans spécification, dont tous les organes sont polyvalents et peuvent remplir toute fonction qu'on voudra leur faire remplir. Alors, vous voyez, on n'est pas loin de l'époque moderne. Le genre n'a rien inventé. La petite Najat Belkacem n'a rien trouvé de nouveau. Elle est cherchée aux sources. Car en effet, ce sont ces gens-là qui ont fait école et qui sont devenus les maîtres à penser de l'université. Bien sûr, il n'y en avait qu'un pour dire non. C'était votre serviteur. Ah, il en a reçu des coups. Et même des contusions. Et même des bras cassés. Ceci du fait des Maus Pontex qui venaient depuis Strasbourg jusqu'à Dijon pour enfoncer son amphi et le rouer de coups parmi les chaises brisées de cette pauvre salle de classe qui avait été défoncée parce que c'était le dernier cours où l'on faisait encore fonction de maître d'école alors que la grève aurait dû être générale. J'ai toujours été l'unique exception à la grève générale. Bon, c'est peut-être pas un argument philosophique, mais ça vaut d'autres arguments. Alors, je continue pour la déconstruction. Vous voyez un peu ce que représente notre cher Gilles Deleuze.
la meute en lieu et place de la famille. L'espace sédentaire est strié par des tours, des clôtures et des chemins entre les clôtures, tandis que l'espace nomade est lisse, comme on parle de muscles lisses et de muscles striés, puisqu'il s'agit précisément de désorganiser l'organisme lui-même. Seulement marqué par des traits qui s'effacent et se déplacent dans le sujet. Alors que le migrant quitte un milieu devenu amorphe et ingrat, le nomade est celui qui ne peut pas, qui ne veut pas partir, s'accroche à cet espace lisse où la forêt recule, où la steppe et le désert croissent, et invente le nomadisme comme réponse à ce défi. Et tout ce que nous offre l'auteur de 1000 plateaux, c'est de transformer notre chère France en désert. Mais ça, il le dit, il s'en vante, et il dit qu'il faut faire cela. C'est le prix à payer, cette grande révolution de l'être humain. Alors voilà le père des déconstructeurs, c'est lui. Mais je voudrais ajouter encore un mot à son compte, car c'est à lui que l'on doit la très belle formule d'une humanité hors sol. L'humanité hors sol, comme il y a des endives hors sol, comme il y a des poules hors sol, oui, il faut une humanité hors sol parce qu'il ne faut plus d'enracinement. Car il y a quelque chose qu'il redoute absolument, c'est la détermination par le terroir. Être déterminé par sa terre. La terre a une mémoire. La terre a une volonté. Elle n'a pas seulement des rêveries. La terre, elle nous impose sa loi. La terre, elle est la seule loi que nous ayons à accepter en ce bas monde. Eh bien, il veut refuser cette détermination par la terre, cette détermination par l'enracinement. Il faut la supprimer à tout jamais. Alors, hors sol, humanité hors sol qui ne se souvient pas de ses origines. Alors, hors sol, ça veut dire sans terre, mais ça veut dire aussi sans père. Ah, il a des pages terribles sur ce qu'il appelle l'acéphale. L'acéphale, c'était une revue qui avait dû être fondée par André Breton quelques 10 ans plus tôt. L'acéphale. Coup coupé. Je me souviens encore de la couverture. Acéphale, coup coupé. Alors le coup coupé, c'est le coup de Louis XVI évidemment. C'était le coup du père, car il n'y a plus de paternité. Coup coupé. Et l'acéphale voulait que l'on produise une humanité qui ne se recommande plus de la moindre filiation. Nos clowns d'aujourd'hui, nos législateurs actuels, ils sont dans la ligne de cela. Ils ne font que reprendre ce qui a été développé ce livre doit être de 68, vous voyez, en 68, par ce Gilles Deleuze, qui était mon challenger dès les années 47, 48, 50. Je suis entré à l'école en 50. Non, je ne l'ai connu qu'en 50. Je ne l'ai connu qu'à l'école. Eh bien, donc, c'est à cette époque qu'il développait déjà cette noble pensée. Alors, l'aiguille tourne, donc, avançons dans notre présentation des déconstructeurs. Le second, ce sera Michel Foucault. Il est exactement contemporain de Gilles Deleuze. Ils ont le même âge, ils sont tous les deux nés en 25. Ce sont mes aînés de 2 ans. Bon. Michel Foucault, je le connais à Clermont-Ferrand. Je suis moi-même professeur de Cagnes à Clermont-Ferrand, au lycée Blaise Pascal, et lui est professeur à la faculté. Et c'est un homme gentil, aimable, au demeurant très, très convenable avec ceux qui ne partagent pas ses mœurs. Je n'avais aucune gêne à aller au buffet de la gare, prendre une chope de bière en compagnie de Foucault, qui me demandait de lui expliquer ce qu'avaient été les penseurs des 15e et 16e siècles qu'il ignorait superbement. Et Michel Foucault, donc, me donnait rendez-vous toutes les semaines, quand il repartait sur Paris, au buffet de la gare de Clermont-Ferrand, pour que je lui parle d'Aldrovandi, de Crolius et autres penseurs de la pré-Renaissance et de la Renaissance. Et il écrivait à cette époque les mots et les choses. Et comme
il ne pouvait pas tout faire et qu'il voulait aller très vite, il me prenait quelques-uns de mes cagneux à qui il payait le voyage à Paris pour aller à la Nationale, recopier des citations chez les auteurs que je citais abondamment dans mes cours, car je ne donnais quand même pas mes notes. Et j'ai eu la stupéfaction, quand les mots et les choses sont sortis, de voir dans les 2 premiers chapitres des mots et les choses, quantité de citations en dehors de contexte, prises toutes à contresens, parce qu'ils n'étaient pas allés voir en quel contexte elles étaient. Ils s'étaient contentés de les faire recopier par les nègres qu'ils s'étaient donnés, et il en avait fait un copier-coller, purement et simplement. Mais il ne faut pas s'étonner, Michel Foucault, ça va appeler les mots et les choses, en honnêteté intellectuelle. Mais Michel Foucault avait une particularité. Il aimait beaucoup Deleuze, et il entendait développer la pensée de Deleuze. Et sa particularité, ça le prenait après la 2e chope de bière. Il devenait fou furieux quand il parlait de ce qui lui semblait devoir être éliminé à tout jamais du langage des humains, le mot de filiation. Il n'est pas pire tard à ses yeux que d'avoir un père. C'est vraiment l'opprobre par excellence. Il faut se défaire de la filiation. Libérer l'humanité, c'est la libérer de la filiation. Nous ne sommes plus fils d'eux, à partir de Foucault. Alors, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on va sortir aujourd'hui. La GPA et la PMA, mais c'est dans le droit fil de ce que Foucault a toujours enseigné. Foucault ne cessait de dire son horreur de ce que représentait pour lui le fait d'être né à Poitiers, pensez donc, d'un père médecin à Poitiers. Avoir eu un père, me disait-il, c'est la pire des opprobres. Un fou. Et ce fou qui devait devenir maître à penser pour les générations qui ont suivi. Car en effet, tout ce qu'on nous sort aujourd'hui comme critique de la filiation, c'est du Foucault rebouillé ou remâché. Alors, je n'ai pas le temps de suivre Foucault dans toutes ses élucubrations, et je voudrais dire quelques mots des 2 autres déconstructeurs, Pierre Bourdieu et Jacques Derrida. Alors, Pierre Bourdieu, lui, c'est très simple. Ce serait le plus sympathique, le plus gentil de la bande. Il était allé en Algérie faire son service militaire. Il cherchait ce qui pouvait lui permettre de se faire remarquer, de se faire avancer. Et il se met au service de la résidence générale, autrement dit de la direction ferme et militaire de l'Algérie. Il fut Algérie française avec beaucoup de détermination. Puis il rentre, et 2 ans après, il repart en Algérie, parce qu'il y est convoqué par sa classe militaire. Et là, il devient porte-valise du FLN. Alors, une mutation brusque. Évidemment, en biologie, on admet les mutations brusques, mais enfin, tout de même, c'était quelque chose. Et je lui dis un jour, Pierre, mais écoute, ça ne te gêne pas de passer si effrontément d'un bord à l'autre? Il m'a dit, ah, mais je ne m'étais pas avisé que j'étais un fils du peuple. Ah, très bien, tu es un fils du peuple. Oui, oui, je suis un fils du peuple. Mon père était journalier agricole, et il faut que j'en porte les conséquences, et c'est comme ça que je suis passé au FLN. Alors, c'est lui qui va écrire Les Héritiers. Les Héritiers dont on fait aujourd'hui une sorte de Bible dans les milieux bien-pensants. La bien-pensance a fait des Héritiers le livre incontournable. Vous savez que la thèse des Héritiers est toute simple, c'est que tant qu'on n'aura pas renoncé à ce privilège que la famille peut donner dans la transmission des savoirs, on n'aurait pas une société égalitaire. Donc si on veut une société vraiment égalitaire et une société d'hommes libres, il faut qu'il n'y ait aucune part de la famille dans la transmission des savoirs. Et cela va devenir un ennemi intime pour moi, parce que je m'étais fait déjà à l'époque le champion de la transmission, et lui c'était vraiment l'adversaire de la transmission. On se rencontrait souvent sur le thème de la transmission. Et je viendrai au 4e déconstructeur,
le quatrième des constructeurs, qui est Jacques Derrida. Alors la carrière de Derrida, vous la connaissez. Jacques Derrida était en Cagne avec moi à Louis-le-Grand, la dernière année où j'y fus. Il fut, comme Bourdieu, de ma promotion, 1950. Et Jacques Derrida s'était signalé comme un ardent partisan de la déconstruction à tout crin. C'est ainsi qu'il connut quelques mécomptes quand il voulut candidater à l'université. Je siégeais dans le conseil consultatif qui recrutait les professeurs d'université et par 2 fois, j'ai été amené à voter son non-recrutement. Ce qui ne m'empêchait pas d'avoir de bonnes relations avec lui parce que je m'en expliquais au téléphone et je lui disais qu'il fallait qu'il cesse peut-être de faire du Derrida et qu'à ce moment-là, on voudrait bien le prendre. Mais que cette pause, cette imposture qui lui tenait lieu de posture philosophique était quelque chose de tout à fait détestable. Mais ne voilà-t-il pas qu'il allait connaître la fortune? C'était en 1981. La fortune, il l'a connue par son arrestation pour trafic de drogue à la frontière au retour d'un voyage en Europe centrale. Valise à double fond, drogue dure, il vivait de cela, puisqu'il n'avait pas de poste à l'université et qu'il ne voulait pas enseigner au lycée. Et il serait tombé sous le coup de la justice si une divine surprise n'était pas intervenue dans sa carrière. L'élection miraculeuse d'un certain François Mitterrand, dont il devint d'un jour à l'autre le conseil philosophique et qui ainsi lui obtint d'être blanchi de ses méfaits. Il fonda le Collège international de philosophie pour Derrida et Derrida, à partir de là, eut pignon sur rue et même au perché pour juger ses collègues de l'université et leur en remontrer. Donc, la fortune de Derrida, c'est moins ses écrits qui sont tous plus ineptes les uns que les autres et horriblement mal rédigés, que la grâce présidentielle, qui fit de lui le penseur officiel. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute à la déconstruction? Rien, si ce n'est qu'il la généralise. Elle doit être pratiquée systématiquement et partout. C'est-à-dire que tous les binômes constitués d'une façon canonique doivent être brisés. On doit poser par dessein que le mal est beau et que le beau que le mal est beau et que le bien doit se chercher précisément aux antipodes des endroits où on le cherche d'habitude. Et alors, son grand art sera de développer cela au plan d'une sorte d'érotisation générale de la parole, de l'écriture et de l'action, qui lui permettra de justifier cette déconstruction généralisée. Alors, voilà pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce que je voudrais, c'est essayer de tirer une leçon plus sereine de ce que je vous ai présenté sur le mode conflictuel et délibérément oppositif. Je le ferai par une fiction qui n'est pas imaginaire, puisque c'est la relation d'un souvenir très précis. Vous pourrez me demander, en dehors des compagnonnages occasionnels que j'ai eus avec ces 4 personnages, si j'ai eu la possibilité de les rencontrer tous ensemble et d'ouvrir un débat avec eux. Ce fut le cas. Ce fut le cas à Saint-Germain-des-Prés,
chez Marguerite Duras, qui recevait Maurice Blanchot. Ce nom ne vous dit peut-être plus rien. Ce fut un penseur très avisé, très distingué, très subtil, mais peut-être aujourd'hui complètement oublié. Et pourtant, il est peut-être celui qui, sans le vouloir, m'a le plus aidé dans mon combat. Maurice Blanchot était un critique littéraire beaucoup plus âgé que nous, puisque il avait dû naître, si je ne m'abuse, en 1907, donc il avait 20 ans de plus que moi, et il réunissait ce qu'il croyait être les têtes pensantes de l'université de l'époque. Si bien que j'avais l'honneur de siéger chez Marguerite Duras, qui nous offrait son appartement, avec Bourdieu, avec Derrida, avec Deleuze et avec Foucault. Qu'est-ce qui ressortait de ces réflexions? Ce que j'ai retenu, ce sont les silences de Blanchot, qui jamais ne prenait parti dans le débat, et qui avait l'honnêteté d'imposer ma présence alors que j'étais particulièrement dissonant et malvenu dans ce milieu-là. Il faut dire que ce Maurice Blanchot faisait le grand écart. Il avait été disciple de Maurras. Et c'est à ce titre qu'il avait pour moi quelques faiblesses, si je puis dire, ou quelque indulgence. Et il avait, pendant la guerre, pris fait et cause pour des maquis communistes, non pas par marxisme, mais parce que ceux-ci l'avaient aidé à faire passer des juifs en Suisse. Et comme il était d'une grande générosité, sa maison était un peu une maison d'accueil. Or, qu'est-ce que je retiens de Blanchot? Toute une littérature qui viendra bien après et qui aura pour thème fondamental le désastre. Et si vous voulez lire du Blanchot aujourd'hui, achetez l'écriture du désastre. Qu'est-ce que le désastre? On est, quand Blanchot nous reçoit, entre 47 et 52. Et on vit cette période où la menace communiste est grande sur la France, où l'on redoute précisément la prise du pouvoir par le parti. Rappelez-vous l'année 47 elle-même. Et notre brave Blanchot, d'un ton monocorde, avec une atonie tout à fait étonnante, écrivant d'une écriture que je qualifie d'écriture blanche, car elle ne veut manifester aucune passion, nous explique ce que c'est que le désastre. Il nous disait, restez calme, ne vous passionnez pas, vous vivez un désastre, c'est-à-dire que l'homme, à votre génération, a perdu son astre. Le désastre, c'est cela. La marche à l'étoile a pris fin. Le laboureur d'antan marchait à l'étoile pour ouvrir son premier sillon. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche à l'étoile. Le ciel s'est obscurci, le ciel s'est brouillé. Il n'y a plus de sens à chercher où que ce soit. C'est le désastre. Mais alors, que faire dans le désastre? Dans le désastre, il faut s'aviser que plus rien ne marque un sens, ni sur terre, ni dans le ciel,
puisque les constellations elles-mêmes semblent s'être éteintes. Quant au parfum des fleurs et aux couleurs des frondaisons, elles ne vous parlent plus, car le sens a disparu. Le sens du sens, la capacité de sentir, s'est en quelque sorte éteinte en notre humanité. Alors nous vivons le désastre. Mais le désastre n'est jamais si sûr que cela. Pourquoi? On croit la maison effondrée. On croit qu'elle a déjà péri. Tous ses hôtes ont disparu. Elle est fantomatique. Et pourtant, vous, le fidèle, le dernier rejeton d'attribut, vous frappez à la porte. Et vous venez. Vous vous introduisez dans les vieux murs. Dans les vieux murs dont vous ne savez pas tout à fait au juste s'ils existent encore ou s'ils ne sont pas purement et simplement illusoires. Et, nous disait Blanchot, vous entrez dans le royaume de la précarité. Or, qu'est-ce que le royaume de la précarité? C'est celui dont les édifices, dont les fondations, dont les constructions ne tiennent plus par poutres ou chevrons, mais simplement du fait de notre prière. Précarité, précaré, prier. Et il nous disait, alors, c'est la dernière ressource qui vous reste. Ne vous demandez pas si la maison est encore là. Allez la servir comme si elle n'était jamais tombée. Elle ne tient que par votre prière. Voilà la leçon que nous donnait Maurice Blanchot dans ces années-là, devant nos 4 déconstructeurs qui n'en tenaient nul compte. Et je n'oublierai jamais le regard appuyé de Blanchot sur votre serviteur quand il lui disait « Ne cessez pas, cher ami, de prier. » Merci.